Oui, vous êtes où, là? Bon. Eh bien, d'accord. Il nous faudrait aller pour un accident au 7, 5 et 2 rue Achille, le Viaduc, signalé par Joubert. Reçu. Départ 10 pour Echo 2. Départ 10 pour Echo 2. Le SAMU, c'est l'urgence médicale. C'est faire en sorte qu'une autorité médicale soit sur place, dans le temps et avec les moyens les plus appropriés à cette urgence. Pour exercer sa fonction, le SAMU, c'est d'abord une écoute médicale. Ne quittez pas. Franck Casal de SAMU. Oui, la gendarmerie de Castelnaudary nous appelle pour un accident sur la route nationale 113, au niveau du seuil de Naurouz, après Avignonnet. C'est un accident grave avec 2 blessés incarcérés. Est-ce que vous avez un hélico? Monsieur Baptiste, SAMU, un hélico disponible. Vous avez le carré sur la carte, s'il vous plaît? Affirmatif, carré Fox 7. Vous venez prendre l'équipe médicale au SAMU? Ok, SAMU, carré Fox 7, la machine décolle et passe au SAMU. Merci. Monsieur Boudet. Merci. Allô? Oui, reçu. Cette écoute médicale est assurée par un médecin régulateur. Et vous est tombé comment? Une minute. Qu'est-ce que la de l'attention? Qui est-il? Que fait-il? Comment agit-il? Un médecin régulateur, je crois que c'est d'abord une compétence médicale précise, familiarisée avec l'urgence. C'est quelqu'un qui possède parfaitement les différents mécanismes et les différents facteurs intervenant dans l'urgence. Allô? Oui, tu me le passes? Le problème principal est le problème de l'appel, de cette réception de l'appel. Allô? Oui, bonjour, le docteur Battu, le médecin régulateur des SAMU. Vous savez, qu'en médecine traditionnelle, à la limite, il y a l'inspection, la palpation, et puis l'audition. Nous ne faisons qu'écouter, et sans voir le malade. Qu'est-ce qu'elle a pris exactement? Voilà, lorsque l'on reçoit un appel par téléphone, je pense qu'il y a plusieurs éléments à examiner. Il y a d'une part la fiabilité de l'appel, ensuite évaluer le degré d'urgence et ensuite le degré de gravité de la situation donc, qui est vécue. Nous devons donc analyser la situation en fonction des données et de la compétence que nous pensons trouver à l'autre bout du fil. Ces compétences peuvent être très variées. Elles peuvent être du domaine du public non avisé, non averti, qui ressent une situation et qui essaie de la traduire. Allô, le SAMU, j'écoute. Bon, venez vite au 130 rue Saint-Michel, il y a un accident. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je rentre du travail, je trouve ma femme allongée et elle a vomi partout. Oui, d'accord. Est-ce qu'elle répond quand vous l'appelez? Non, elle dort. Oui. J'arrive pas à la réveiller du tout. Oui, oui. Est-ce qu'elle respire, cette dame? Oui, elle respire et elle ronfle. Elle respire, oui. Il n'y a pas de médicaments? C'est une personne qui est connue, qui est traitée? Oui, elle est traitée pour les nerfs, elle prend de... Bien. Eh bien, totalement inconsciente, vous n'arrivez pas à la réveiller. J'arrive pas à la réveiller du Pas tout. de problème respiratoire. Elle respire bien. Non, elle ronfle là. Bon, écoutez, monsieur, nous allons venir tout de suite. Vous me donnez votre adresse exacte. Ben, je viens de vous le dire, 130 rue Saint-Michel, Précisez-moi, l'étage, le nom, ne vous affolez pas. au premier étage, monsieur Alex. 130 rue Saint-Michel, premier étage, chez monsieur Alex. C'est le nom de famille? Quel nom de famille?
Voilà, écoutez monsieur, si quelqu'un peut nous attendre en bas, nous arrivons tout de suite. Alors dans l'immédiat, ce que vous devez faire, c'est la chose suivante. Hein. Vous allez mettre votre femme dans le lit sur le côté, comme si vous la couchiez en chien de fusil, hein, sur le côté. Puis vous allez lui mettre un petit peu la tête en arrière pour l'aider un petit peu à respirer. Parce que quand elle ronfle, c'est qu'elle a du mal un petit peu à respirer. Alors vous la mettez la tête un petit peu en arrière. Et puis vous la couchez sur le côté. Hein. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons tout de suite. Hein, 130 rue Saint-Michel, chez monsieur Alex. Nous partons, monsieur. Merci, au revoir. 130 rue Saint-Michel. La fiabilité est aussi peut-être aussi altérée, souvent altérée par le contexte d'affolement et de précipitation qui est vécu par l'entourage, surtout lorsque c'est quelqu'un de la famille qui est malade, qui est en situation de détresse. À ce moment-là, les éléments qui nous sont donnés sont beaucoup moins fiables et sont plutôt vécus sur le plan affectif que sur le plan de la gravité elle-même. Là aussi, le premier temps constitue à rassurer, à calmer un petit peu l'affolement des gens qui nous appellent. Et ensuite, l'explication peut souvent être beaucoup plus claire, beaucoup plus facile. On peut faire plus facilement la part des choses. Ce qui se produit très fréquemment, c'est que ce n'est pas le témoin principal qui donne l'alerte. Souvent, c'est un témoin de passage qui ne fait aucunement attention à l'état de la victime, qui n'a ressenti que la situation, c'est-à-dire l'accident, et qui n'a pas du tout fait un bilan précis de la victime, de l'état des victimes, et qui donc donne l'alerte en disant « venez vite, il y a un accident à tel endroit ». Certains termes, parfois, sont traduits par le public, mais on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Certaines intonations de voix, c'est vrai. Quelqu'un d'agressif, par exemple, au téléphone, déjà nous rebute un petit peu. On se dit, ça va pas aller tout seul. Il y a des voix auxquelles nous ne demandons pratiquement rien, tellement nous sommes sûrs que la situation est très grave et très urgente. Et ça ne s'apprend pas. Il est très difficile d'arriver à avoir un tableau clinique, ce que nous appelons un tableau clinique, un petit schéma de ce qui se passe. Mais nous pouvons y arriver. Là, je crois qu'entre en jeu le problème de la psychologie de l'interlocuteur. Il faut qu'on dise qu'on est médecin, parce que les gens ne sont pas habitués souvent à avoir le médecin d'emblée au bout du fil. Je pense qu'à ce moment-là, un dialogue assez bref avec la personne nous permet de savoir s'il y a urgence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous nous basons sur la notion des grandes fonctions vitales, état de conscience, état respiratoire, état circulatoire, savoir si la personne est consciente ou non, si elle respire correctement ou non. À ce moment-là, la notion d'urgence et de gravité peut souvent être définie. Alors classiquement, je crois qu'il y a des appels qui ne posent pas trop de problèmes. C'est les appels des corps constitués tels que police secours, les gendarmeries, les pompiers. Là, nous partons. C'est peut-être pas un bien, finalement, hein, parce qu'on manque de renseignements, on manque d'informations, et peut-être que nous partons pour rien. Mais dans l'immédiat, on a très peu de moyens de faire autrement. Allô, SAMU? Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Signot, 28 quai Saint-Pierre. Pourrais-je parler au médecin régulateur, s'il vous plaît? La chose est beaucoup plus simple lorsque ce sont donc des gens d'une profession médicale ou paramédicale qui sont sur place et donc qui nous apportent des éléments qui peuvent à ce moment-là être très utiles pour faire l'analyse de cette situation. Bonjour monsieur, docteur Signot. Je vous téléphone parce que j'ai dans mon cabinet un malade qui présente un infarctus. J'ai fait un tracé là, sur lequel il y a des signes de nécrose. D'autre part, ce malade âgé de 63 ans présente des problèmes hémodynamiques et j'aimerais bénéficier du concours d'une de vos équipes médicales pour assurer sa surveillance pendant son transport. Ce serait quand on les appelle de médecins qui sont un petit peu dépassés, qui ont besoin d'autres moyens pour amener le blessé, mais les motivations de cet appel ne sont pas les mêmes pour tous les médecins. Et le plus difficile souvent, c'est d'avoir un dialogue confraternel. Nous sommes parfois un petit peu un service qui doit s'exécuter. Mais il y a de très nombreux cas, nous avons des relations extraordinaires, très très bien. Au niveau de l'analyse de la situation, il y a un facteur important dont nous n'avons pas encore parlé, c'est la sincérité de l'informateur. La sincérité de l'informateur qui est mise souvent en cause parce que les personnes parviennent à nous faire des tableaux cliniques, à nous inventer pratiquement des tableaux cliniques uniquement pour transférer la responsabilité, pour ne plus avoir sous leurs yeux ce qui les gêne. Pour le problème de la fiabilité, il s'agit donc de s'assurer par la qualité de la personne qui lance l'appel si l'on peut entièrement avoir confiance en tous les renseignements qui nous sont donnés pour évaluer la gravité et l'urgence. Oui, mais cet APC, comment? Il marchait, tout d'un coup il est tombé?
Mais il avait bu avant? Et oui, mais vous avez l'impression qu'il est ivre. Il respire, il répond, il est dans le coma. Il y a déjà un moment quand même qu'il est là. Oui, il n'a pas bougé depuis cette heure-là. Ouais. Eh bien, on va voir de quoi il s'agit. On vient voir de quoi il s'agit, oui. D'accord. Eh bien, le plus tôt possible. Écho 2, Alpha Charlie, ça m'appelle. Oui, Écho 2, j'écoute. Écho 2, vous avez une intervention pour un malade qui a perdu connaissance rue des 3 Journées à la salle des ventes. Reçu. Départ 09 pour Écho 2. Départ 09 pour Écho 2. Départ 09, Écho 2 reçu. Quand nous avons analysé cette demande, la principale de nos préoccupations est de donner la réponse la plus adaptée à cette demande. Voilà, je crois que la politique à suivre, c'est la première chose à faire, c'est quand on en a un, c'est d'appeler le médecin de famille. Mais très souvent, le médecin de famille n'est pas toujours disponible. Il ne peut pas se rendre sur place. Est-ce qu'éventuellement, vous accepteriez que je vous envoie le médecin de garde de votre quartier? Oui, mais je vais le contacter et il va venir très vite, monsieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un médecin qui juge d'abord, et dans un deuxième temps, il adaptera le moyen, il dira s'il faut la transporter. Je crois qu'il y a une précision importante, c'est que nous ne laissons jamais un appel sans réponse. On ne peut pas refuser pour refuser. Il faut proposer quelque chose d'autre. Disons, ou un conseil d'ordre médical, ou un conseil pratique. Mais parfois, nous arrivons aussi à partir nous-mêmes quand aucun des médecins ne répond. Il y a aussi le problème de certains transports qui doivent être effectués jusqu'à l'hôpital ou en clinique privée, qu'importe. Si ce transport en ambulance n'a pas besoin d'être médicalisé, ne nécessite pas donc une ambulance lourde de réanimation, on lui enverra ou lui donnera un numéro de téléphone d'une ambulance particulière qui se chargera de faire le transfert. Et nous disposons de tous ces moyens que nous devons répartir selon l'appel. Et le pouls à 30. Le pouls à 30. D'accord. Oui, c'est un homme qui a déjà fait des infarcts ou... Non. Oui. Vous êtes sûr que vous y êtes là, hein? Vous nous attendez? D'accord, oui. Au revoir. Oui, tu peux y envoyer la mercure, là. Tout ce qui concerne l'urgence vraie ne se discute pratiquement pas. C'est urgent, on répond, et on envoie le matériel disponible. Oui? Nous envoyons un moyen lourd, le SAMU, c'est un service de réanimation, avec le véhicule ou le moyen de transport le plus adapté à la situation, c'est-à-dire soit un véhicule, soit un hélicoptère, soit un avion. Ceci donc c'était pour les malades, pour tout ce qui est accident de la circulation. Le problème est résolu d'une façon différente puisque donc on décide d'intervenir systématiquement pour toute détresse sur la voie publique. Et donc c'est l'équipage du SAMU qui fait le tri sur place au pied du malade ou du blessé lorsqu'il est sur la voie publique et qui décide à ce moment-là des moyens à mettre en œuvre. Mais il nous faut conserver des équipes qui soient efficaces, qui soient en place. Donc comme nous avons des moyens limités à un homme surtout, matériel également, nous essayons au maximum de limiter les interventions lourdes pour les réserver au cas où nous avons réellement besoin de ces interventions. Et nous essayons de les ménager également sur le plan personnel, à la mesure où quelqu'un qui vit en permanence dans l'urgence avec de grosses situations
situation épineuse à traiter avec des réactions qui doivent être immédiates et qui doivent être les meilleures et les plus adaptées, se fatigue. Moi je crois que le médecin régulateur, sans vouloir lui accorder un rôle non plus de ponte et une hiérarchie énorme, on ne peut pas avoir une hiérarchie importante quand on vit 24 heures sur 24 avec les ambulanciers, les ambulancières, les externes, les étudiants hospitaliers, les médecins convoyeurs, le personnel de la maison. Il faut qu'on se sente bien. Oui, écoutez, je vous écoute. Peux-tu me passer la régulation, s'il te plaît? Oui, c'est pas la régulation. Et je crois que le dynamisme et l'ambiance des équipes est le reflet un petit peu de ceux qui les encadrent. Bien, là je suis devant le cas d'une personne de 28 ans qui vient de présenter une crise de spasmophilie vraiment typique et à laquelle j'ai fait un... Malgré ces traitements, elle a toujours des crises de contractures aux extrémités. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Oui, du point de vue neurologique, tensionnel et respiratoire, il n'y a pas de problème majeur. Négatif, non, tout est à peu près normal, même normal. Bon, écoute, je crois que tu peux lui faire un intramusculaire, à condition de surveiller les trois fonctions, neurologique, respiratoire et tensionnel, et tu l'hospitalises directement au SAM. Bien reçu, alors je lui fais... Donc preuve d'autorité vis-à-vis de ces gens-là, de stimulation de ces gens-là pour le travail. Ok, alors tu me tiens au courant pendant le transport, Oui, bien sûr, oui. Merci. Ok, bonne route. Je crois que ça nous demande une grande maîtrise de nous-mêmes et ça se voit au fur et à mesure, si vous voulez, le rôle du médecin régulateur quand il a été étudiant, externe, puis médecin convoyeur, puis ensuite médecin dans les urgences, à l'accueil. Et enfin médecin régulateur, on aplanit beaucoup de choses. On ne s'énerve pas. Il faut également posséder parfaitement la connaissance des structures sociales existantes, arriver à coordonner nos rapports avec les corps constitués que sont la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, éventuellement l'armée, puisque nous nous servons d'avions militaires, et connaître toutes les différentes intrications qui peuvent se produire au niveau d'une intervention entre ces différents corps. Allô? Oui, bonjour madame, le SAMU à l'appareil, le médecin régulateur. Dans un deuxième temps, notre rôle ne s'arrête pas là. Il consistera à prévoir l'accueil dans le service hospitalier le plus approprié, ce qui nécessite un contact avec le médecin de garde. Allô, le médecin de garde de gériatrie? Bonjour monsieur, le médecin régulateur du SAMU à l'appareil. Voilà, je vous téléphone pour un petit problème, je pense une entrée pour chez vous, si vous avez de la place. Notre équipe médicale est actuellement sur place. J'ai une personne de 78 ans qui présente une arthrose un petit peu diffuse, qui pose un problème également de dénutrition, et qui est aussi diabétique traité, et qui vient de faire une chute à domicile, une chute de sa hauteur sans traumatisme important et sans retentissement majeur. Voilà le problème qui se pose, c'est une personne qui vit seule, qui n'est pas dans un état clinique parfait, et qui ne pose pour l'instant aucun problème ni tensionnel, ni respiratoire, ni neurologique. Mais seulement, on ne peut pas la laisser seule à domicile, l'assistante sociale ne peut pas s'en occuper, et je pense que s'il y a une possibilité de la voir directement en gériatrie, oui, vous avez un lit disponible, oui. Ça nécessite également de connaître des structures pour les placements psychiatriques, de prise en charge de ces placements d'office par la police, éventuellement par le procureur de la République. Donc une intrication médico-légale également, et une intrication surtout au niveau des cas sociaux, des structures sociales existantes. C'est souvent des cas difficiles, et il faut prendre la responsabilité. Responsabilité morale, qui n'est pas évidente pour tout le monde, mais enfin que l'on ressent, ça dépend de la personne du médecin régulateur. Je crois qu'il faut la ressentir profondément. Responsabilité déontologique à tous les niveaux, avec les équipes que nous avons, vis-à-vis du malade et vis-à-vis des médecins traitants, privés ou hospitaliers ou bien installés. Et responsabilité légale de toutes les activités des équipes qui partent sur les interventions, qu'elles soient primaires ou secondaires. On appelle le transport secondaire tout ce qui concerne le rapatriement de malades des hôpitaux de périphérie, malades ou blessés des hôpitaux de la périphérie, de la région, vers le CHU. Là, il n'y a aucun doute, on peut décider facilement de la gravité et de l'urgence, et nous intervenons, et à ce moment-là, on décide d'envoyer une équipe de réanimation ou une équipe simplement de surveillance médicale pendant le transport. Il ne faut pas se contenter uniquement de faire des interventions et de ne pas en parler par la suite. Il faut travailler, approfondir nos connaissances, mais dans un climat calme, feutré et affectif.
pour ça qu'étant donné, donc, nous avons tous une formation d'anesthésiste réanimateur, et c'est pour ça que l'on conserve d'abord une activité au niveau SAMU, puisqu'on participe à tout ce qui est transport secondaire du SAMU, qui sont donc des transports médicalisés, donc on est nous-mêmes sur les lieux de travail, et que l'on a en dehors de ça tous une activité dans les blocs de réanimation ou dans les services d'anesthésie, pour quand même continuer à assumer notre travail. Pensez-vous que tous les médecins régulateurs réagissent de la même manière devant les mêmes situations? Certainement pas. Et c'est peut-être pas un mal, je crois, parce que plus que partout ailleurs, je pense que c'est un problème véritablement d'expérience personnelle et de comportement psychologique. On n'a pas tous la même réaction face à l'urgence et c'est très différent selon les médecins régulateurs. En dehors du problème technique lui-même. Le problème technique doit être quand même résolu de la même façon par tout le monde. Mais l'abord de l'urgence et la façon d'en parler est différente. Ainsi, nous venons de voir les différentes fonctions du médecin régulateur. Elles sont variées. Elles démontrent, s'il en était encore besoin, que la médecine est un service public, quel que soit le statut avec lequel travaille le médecin, qu'il soit hospitalier ou libéral. Nous avons également constaté que 24 heures sur 24, les activités de ce médecin faisaient appel à des connaissances variées et multiples, médicales et paramédicales, par exemple les communications radioélectriques. Ce médecin doit de plus disposer de qualités humaines et de connaissances socio-économiques lui permettant d'intégrer parfaitement le milieu dans lequel il travaille en urgence. Ceci entraîne la mise en place d'un enseignement spécifique. Faut-il pour cela parler de spécialisation? Pour le moment, nous ne le savons pas. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'un enseignement est indispensable dans le cadre de la formation continue, également à la fin du 3e cycle des études médicales, enseignement non ambitieux, qui tire son inspiration tout simplement des constatations que nous sommes amenés à faire en voyant travailler ce médecin quotidiennement dans le cadre de l'urgence. Sans monopole de la découverte, il serait souhaitable que cet enseignement soit désigné sous le terme doxiologie, de façon à la distinguer de tout type de formation réalisée jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, le médecin régulateur constitue le véritable pivot de la coordination des urgences, optimisée pour la sécurité du public par la mise en place du numéro 15, numéro national d'appel de la santé.